Dans le diabète de type 1, on a une carence en insuline, c'est-à-dire qu'il y a une destruction des cellules qui sécrètent l'insuline, qui sont dans le pancréas, et donc on manquera de cette hormone. La découverte d'un type 1 est souvent bruyante. Ça arrive plutôt chez une personne jeune, ça peut être un enfant ou un jeune adulte, et quelquefois un peu plus tard. On va avoir des signes cliniques, c'est-à-dire que le patient il va se plaindre de plusieurs choses. Premièrement, il va être fatigué. Deuxième chose, il va souvent perdre du poids, parce que quand on manque d'insuline, on a du mal à faire des réserves, et donc on va perdre du poids. Le troisième signe, c'est qu'on va faire beaucoup pipi, et notamment pour les enfants, on peut être inquiété par un enfant qui faisait plus pipi au lit et qui d'un seul coup refait pipi. Et comme on fait beaucoup pipi, eh bien, on va boire beaucoup d'eau. Vous l'avez compris, dans le diabète de type 1, on manque d'insuline. On va donc, nous, médecins, prescrire de l'insuline pour remplacer la sécrétion normale d'insuline. Ça se fait par des injections ou éventuellement avec des pompes qui sont reliées à la peau par un petit cathéter. Remplacer l'insuline, c'est à la fois remplacer l'insuline qu'on appelle pour vivre, c'est-à-dire qu'on a besoin d'insuline tout au long de la journée, mais aussi la nuit pour vivre, et en plus de l'insuline pour manger, parce que quand on mange, on a besoin d'un peu plus d'insuline, et donc avant chaque repas, le patient va s'injecter une insuline qui va durer pendant 2-3 heures pour pouvoir s'alimenter correctement et utiliser ce qu'il mange. Bien équilibrer son diabète, c'est-à-dire obtenir des taux de sucre qui sont équivalents à des personnes qui vivent sans diabète, c'est particulièrement important. Finalement, on peut avoir des taux de sucre qui sont assez élevés et se sentir pas trop mal. Mais si on laisse ces taux de sucre trop hauts, pendant des années et des années, ce sucre va s'attaquer aux organes. Et il y a des complications au long cours si le diabète n'est pas équilibré au niveau des yeux, au niveau des reins, au niveau des nerfs, notamment au niveau des membres inférieurs. Et puis ça va aussi attaquer toutes les artères du cœur avec un risque d'infarctus, les artères qui mènent au cerveau avec un risque d'accidents vasculaires cérébraux, ou également les artères qui vont aux jambes et qui vont pouvoir générer, lorsqu'elles sont lésées, des amputations. Il existe beaucoup de croyances alimentaires concernant l'alimentation du patient type 1. Avant, on interdisait certains aliments à index glycémique haut, mais on s'est aperçu qu'en les associant avec d'autres aliments dans un repas, entre autres les fibres apportées par les légumes et les fruits, l'index glycémique baissait et donc l'effet sur la glycémie était moins important. Pour le diabète de type 1, la grande avancée, c'est l'évolution des insulines et entre autres l'arrivée de l'insuline rapide. Et grâce à cette insuline rapide, on a pu adapter les doses en fonction des glucides consommés du patient. Et ça, c'est la vraie révolution. Le patient peut finalement manger tout ce qu'il veut du moment qu'il puisse compter ses glucides. On peut repérer les glucides dans les aliments grâce à une enquête alimentaire complète et ainsi regarder dans quel aliment il y a des glucides et en quelle proportion. Par exemple, on peut regarder la famille des féculents. Entre la portion de riz et de lentilles, pour le même poids, nous avons 2 fois moins de glucides, donc 2 fois moins d'insuline. Dans les aliments qui contiennent de la farine, il y a des glucides. Donc il faut savoir les repérer, le pain de mie, la brioche, les patients peuvent en consommer, c'est pas un souci, mais savoir combien il y a de glucides dedans. On a aussi la famille des fruits, qui contiennent aussi bien des fibres, donc qui sont plutôt favorables pour l'index glycémique, mais aussi des glucides. On a longtemps interdit les produits sucrés, alors qu'en fait, on peut faire des équivalences avec des fruits. Par exemple, un fruit qui contient 20 g de glucides, qui tient dans la main, peut correspondre à 2 boules de glace. Pour les produits laitiers, le sucre du lait, c'est le lactose. En fait, on sait qu'un yaourt, ça contient très peu de lactose, ça ne fait pas monter la glycémie. Mais par contre, s'il est aromatisé, ou c'est plutôt une crème dessert, dans ce cas-là, on a des glucides en plus. Ensuite, le groupe des viandes, poissons, œufs, dedans, pas du tout de sucre. Alors on peut se dire, effectivement, je peux en manger autant que je veux. Oui, mais attention aux graisses cachées contenues à l'intérieur. Quant aux légumes, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ils sont riches en fibres, donc baissent l'index glycémique d'un repas. Il y a très peu de glucides à l'intérieur. Et l'avantage, c'est l'apport aussi en vitamines et en minéraux, très faible en calories. Donc c'est un sacré plus à mettre dans son alimentation midi et soir. Concernant les boissons, effectivement, chaque boisson est différente. Par rapport à son apport en sucre, on a des alcools qui ne sont pas du tout sucrés, d'autres pour lesquels on a rajouté du sucre à l'intérieur, ou on a des jus de fruits, des sodas. Si les boissons sont light, il n'y a pas du tout de sucre dedans. Par contre, si elles contiennent du sucre, il faut les inclure dans le comptage des glucides du repas et ainsi adapter son insuline rapide à ce comptage-là. Attention, n'ayez pas peur. Effectivement, le fait de compter les glucides, ça peut être un peu contraignant au départ, mais on a souvent l'habitude de manger la même portion à chaque fois ou à peu près le même type d'aliments,
ce qui fait que ça peut vous faciliter quand même le calcul et vous allez apprendre à repérer beaucoup plus facilement vos portions habituelles. Des applications existent sur votre smartphone pour pouvoir vous aider au comptage initialement, mais n'hésitez pas à faire le point avec un diététicien pour vous donner des repères. Si vous avez l'habitude de manger 300 g de riz ou que 100 g de pâtes, pas de souci, on s'adapte, on vous apprend à les repérer, à compter les glucides de vos portions habituelles et puis ensuite de faire votre ratio pour savoir combien d'unités d'insuline il vous faut pour ce repas-là. Ces ratios calculés initialement vont pouvoir évoluer tout le long de votre vie. L'activité physique peut jouer sur vos ratios, sur vos besoins, le fait d'être enceinte, par exemple, ou votre manière de travailler. C'est plein d'éléments en fait qui vont modifier un petit peu votre vie et finalement c'est à nous d'adapter votre traitement, vos ratios à votre vie. On a beaucoup parlé de liberté alimentaire, mais c'est important aussi de retenir que l'équilibre alimentaire aide énormément dans l'équilibre du diabète. Donc n'hésitez pas à manger quand même équilibré. Ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle n'a jamais été aussi important sur ces dernières années grâce à l'évolution des pompes à insuline. Ces pompes à insuline possèdent une option qui peut vous aider à calculer vos doses d'insuline en fonction des glucides que vous consommez. Nous l'appelons assistant bolus. Si nous rentrons vos ratios dans votre pompe, vous n'avez que les glucides à rentrer dans votre pompe et la dose d'insuline sera proposée. Et pour être à la pointe, on entend beaucoup parler en ce moment des boucles fermées, donc la pompe à insuline qui fonctionne avec un capteur de glycémie. Même si la boucle fermée est capable d'adapter votre débit de base pour couvrir votre glycémie quand vous êtes à jeun, il faut quand même donner encore comme information la quantité de glucides pour votre repas qui correspond donc à votre bolus d'insuline rapide pour couvrir les glucides que vous venez de consommer. C'est pour ça que c'est essentiel d'être formé à l'insulinothérapie fonctionnelle pour aider au mieux à l'équilibre de votre diabète.